Bon, bonjour à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Donc je ne me représente pas, parce que ça a été fait très très vite. Donc en quelques minutes, effectivement, je vais essayer de vous resituer un petit peu la petite expérience en Nouvelle-Aquitaine, donc une région différente de celle dans laquelle vous avez l'habitude, j'imagine, de réaliser vos activités. Bon, mais qui néanmoins peut être intéressant, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement assez semblables malgré tout à ce qu'on peut regarder. Donc on travaille en fait avec toute une petite équipe dont moi je suis gestionnaire, donc pas forcément le mieux placé pour discuter de questions de territoire et de liens économie proximité, mais en fait si, puisque à chaque fois qu'on travaille, on voit bien que la dimension entreprise d'un côté, comme la dimension, on va dire, système, hein, pour faire simple, sont intimement liées, et donc du coup ça nécessite des travaux complémentaires. Bon. Alors on a une petite présentation pour faire un petit clin d'œil à une fable de La Fontaine, hein, pas des villes, pas des champs, pour essayer de voir un petit peu justement si au-delà de la diversité des systèmes alimentaires qu'on peut trouver sur les territoires, il y a peut-être des petits enseignements à tirer. Donc on est parti de l'expérience, encore une fois, ou de l'observation de ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. J'avais mis l'introduction, sachant pas exactement où on était à l'Assemblée. Vu ce qu'on a discuté ce matin, je pense que c'est même pas la peine que j'en parle très fort de tout ça, hein, sur la nécessité un petit peu de réassister au réemparement de la question alimentaire, voire agricole, sur un certain nombre de territoires. Bon, je ne refais pas l'historique, c'est pas la peine. Donc les projets alimentaires de territoire dont on parle, avec des fois une géométrie variable quant à la définition, au moins il y a une loi qui cite exactement ce que ça peut être, donc ça donne toujours un contour, bon je ne reviens pas non plus là-dessus. C'est un peu discuté des fois de savoir si derrière projet alimentaire on met ce qui va éventuellement demander une labellisation, y compris dans le programme national d'alimentation, ou au contraire, si on met là-dedans toute initiative qu'on trouve intéressante sur un territoire pour pouvoir justement discuter d'alimentation, agriculture et territoire. Bon. Vous allez voir que nous, on accepte les deux en général. Donc ce que je vais vous raconter, tiens, en deux points un petit peu. D'une part, regardez que tous ces projets alimentaires de territoire qu'on observe aujourd'hui, ils ont quand même des caractéristiques assez intéressantes, ils sont plutôt diversifiés, voilà, et diversifiés à tous égards, que ce soit sur ce à quoi ils servent, qui les portent, et quelles sont éventuellement les priorités qu'ils se donnent. Et puis du coup, ça nous amène à constater un petit peu, nous, à partir de l'exemple de l'Aquitaine, voilà, qu'il y a un certain nombre dit de similarités, d'après nous, de différences, que du coup, selon justement leurs différences, on peut assister à des échanges, hein, alors pas entre projets, mais entre territoires en tout cas. Et ça peut être la question du coup de reconfiguration entre guillemets territoriale qu'il faudra peut-être se poser par derrière. Je vais aller très vite là-dessus aussi, hein, puisque on s'inspire quand même tous, et vous savez tous qu'il existe ce réseau national autour des projets alimentaires de territoire, qui déjà, voilà, quand on l'observe, hein, les données ne sont peut-être pas les plus actualisées ici, mais je crois qu'on a dépassé 70 maintenant, dans les référencés en tout cas. Bon voilà, qu'est-ce qu'on rencontre? Des étages très différents d'organisation, des espaces qu'on peut qualifier de ruraux ou d'urbains selon les différentes classifications qu'on trouve, des porteurs de projets qui eux aussi sont divers, voilà, hein, des collectivités aux citoyens en passant par les acteurs économiques, et puis des domaines d'intervention qui sont déjà un petit peu typés, hein, dans le réseau, avec ces 6 catégories là un petit peu qui font partie des domaines d'intervention. Et puis ensuite, voilà, on a même classifié dans le réseau national là, les différents territoires, entre guillemets, qui peuvent être impliqués dans ces projets alimentaires de territoire. Bon, quand on essaye, nous, de se recentrer sur notre région, parce que c'est quand même ça qui est un peu plus intéressant, effectivement, on a essayé de regarder, nous, on a essayé de vous extraire, hein, parce qu'on a observé plus que ça, mais d'extraire 4 exemples qui pourraient être un petit peu intéressants pour justement en tirer quelques enseignements déjà. Donc on a choisi à la fois la mixité, entre guillemets, des territoires, donc des territoires plutôt urbains ou plutôt ruraux, ou comme on a qualifié de mixte. Donc voilà, dans le Médoc, c'est un territoire qui est qualifié de mixte. Dans une région plutôt du sud de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle l'Adour, Chalosse-Tursan, certains d'entre vous connaissent bien ça parce que c'est une région qui produit pas mal de foie gras notamment, donc ça c'est plutôt rural. Autour du Grand Bergeracois, on est là aussi dans une zone plutôt mixte, et puis on a évidemment le cas de la grosse métropole de la région qui est Bordeaux, avec là aussi un projet alimentaire de territoire qui est donc lui est clairement urbain. Caractérisation, tous ces projets travaillent, bah oui, puisqu'ils sont alimentaires, autour de la question de la relocalisation de l'alimentation. Et tous ces projets sont déjà suffisamment, entre guillemets, structurés, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on les a choisis. Là, ils ont tous des instances un petit peu de gouvernance pour pouvoir déjà fonctionner comme ça. Petite carte pour vous situer sur la région où est-ce qu'on est, là, voilà. Donc le Médoc, tout le monde situe, c'est la pointe là qui est à gauche de l'estuaire de la Gironde, voilà. Donc ici en rouge, c'est quand on est urbain ou influence urbaine, et en bleu, c'est quand on est plutôt rural. Donc le Médoc, bah voilà, il est mixte puisque à moitié, la communauté, enfin la métropole est ici, voilà, la métropole est ici, mais vous voyez, l'influence urbaine, elle est quand même très présente. Et d'ailleurs, petite note, vous voyez que toute la Gironde, chez nous, est quasiment en rose, c'est-à-dire le rural en Gironde, on ne sait même plus trop ce que c'est. Le Bergeracois est là, donc il y a le pôle, effectivement, de Bergerac, Périgueux au milieu, puis quand même des antennes rurales, entre guillemets, à l'est à l'ouest.
Le pays Adour, Chalosse-Tursan, bien lui, vous voyez, il est beaucoup plus bleu que rouge. Il y a quand même deux petites communautés d'agglos, là, Dax et Mont-de-Marsan. Et enfin Bordeaux Métropole. Bon, là, je ne vous fais pas le dessin. Bordeaux Métropole, on est dans la ville, effectivement. Je ne rentre pas trop dans les détails. Les caractéristiques communes de ces 4 projets, ils ont tous, et c'est assez marrant parce que beaucoup de projets alimentaires sont comme ça, finalement, ils épousent tous un territoire institutionnel. Au bout d'un moment, peut-être que pourrait discuter, voilà, est-ce que c'est pas de travailler sur des régions agricoles, sur des bassins versants qui seraient des fois plus intéressants, mais en tout cas, la réalité c'est que souvent, toutes les initiatives qu'on regarde, elles se structurent à travers le territoire institutionnel. Je vous ai rajouté ici qui est le porteur. Donc vous voyez qu'il y a eu des changements ces dernières années, puisque les pays évidemment existaient puis ont changé. Donc voilà, ici il y a un PNR dans le Médoc, tout récent, qui est depuis l'année dernière. Dans le pays Adour, Chalosse-Tursan, maintenant c'est devenu un pôle territorial. Dans le Grand Bergeracois, c'est devenu une communauté d'agglomération qui porte le projet. Et enfin, bon, à Métropole, à Bordeaux Métropole, c'est l'institution Métropole. Donc là aussi, des acteurs différents à porter tous des acteurs institutionnels. Et alors, s'il y avait peut-être une ou deux idées à retirer en supplément, ce qui nous frappe un petit peu, nous, c'est que quand on regarde les territoires, voilà, comme le Médoc, l'Adour, Chalosse-Tursan, le Grand Bergeracois, on voit que dans leur projet, c'est l'agriculture le point de départ. Donc on est surtout des histoires de, on veut diversifier mais aussi préserver l'agriculture, et bien entendu comme on est dans des projets alimentaires, on essaie de montrer que c'est à travers par exemple des circuits de proximité, que c'est à travers la restauration collective, que c'est en favorisant les débouchés locaux qu'on va éventuellement encourager l'agriculture. Mais souvent, l'initiateur de ces projets-là sur les territoires, c'est une demande de, en gros, préservation de l'agriculture, des structures, des exploitations, voire du foncier. À l'opposé, quand on se situe sur le territoire de la métropole, bah, ça paraît assez logique finalement aussi. C'est pas tellement la préservation de l'agriculture qui est dominante, même s'il y a un volet préservation de l'agriculture, mais c'est clairement l'enjeu alimentaire. Donc on fait des travaux sur la sécurité alimentaire de la métropole. Et bon, de ce côté-là, à Bordeaux, il y a eu beaucoup d'études alarmistes, comme dans beaucoup de grandes métropoles. Parce que quand on regarde la quantité de terre disponible pour nourrir la métropole, c'était pas terrible. Voilà. Et donc on travaille beaucoup sur la sécurité alimentaire. Du coup, voilà, nous, c'était une première petite notion qu'on avait avec le tropisme. C'est assez curieux d'observer que dans tous ces projets alimentaires, on a quand même des considérations un petit peu différentes. Pour le faire très schématiquement, les villes, elles se préoccupent d'abord de l'alimentation, et en gros, elles cherchent des espaces agricoles sur lesquels elles pourraient dire, bah voilà, l'alimentation va venir de là. Sauf que c'est pas sur le territoire des métropoles en général que ces terres-là se trouvent. Et puis, les territoires un peu plus ruraux, eux, ils sont davantage préoccupés par la préservation de leur espace agricole, et elles se posent donc du coup la question de comment on pourrait reconnecter les productions agricoles de notre territoire avec des problématiques alimentaires, parce que ça redonnerait éventuellement de la durabilité à nos exploitations sur le territoire. Bon. Et donc on a des préoccupations du coup un peu particulières. Hein, voilà. Le foncier par exemple est assez présent dans les territoires ruraux, il est un petit peu moins sur le territoire urbain, encore que, quand je dis un petit peu moins, c'est parce que voilà, les territoires urbains sont quand même assez chiches en matière de terres agricoles. Je crois que sur voilà, Bordeaux Métropole, il doit y avoir 6000 hectares à peu près, et ça représente à peu près une centaine d'exploitations. Et donc, bon, là, évidemment, ce n'est pas le territoire agricole qui va alimenter beaucoup d'énergie. Alors que les territoires urbains, au contraire, ils développent des choses un peu plus intéressantes parfois, notamment, par exemple, tout ce qui est alimentation à caractère social, qu'on ne voit pas forcément spontanément arriver dans les territoires ruraux dès le départ. Donc, il y a quand même un petit marqueur, là, entre guillemets, de différence entre ces territoires-là, avec d'un côté, favoriser les débouchés. Pour les territoires mixtes, on est quand même là-dessus, hein, puisqu'il faut bien, puisqu'on est dans les projets alimentaires, si je pars de l'agricole, il faut quand même que j'arrive à l'alimentaire. Et si je pars de l'alimentaire, il faut quand même que j'arrive à l'agricole. Donc quand je pars de l'agricole pour arriver à l'alimentaire, je me pose la question des débouchés. Quand je pars des territoires urbains, je cherche à garantir l'approvisionnement. Voilà, deux petites illustrations concrètes sur notre territoire. La métropole de Bordeaux a signé un contrat en 2018 avec une communauté d'agglomération, Val-de-Garonne-Aquitaine en l'occurrence, au sujet de faciliter l'approvisionnement agricole de cette zone-là vers la métropole. Donc on recherche voilà, des complémentarités. Ce qui même parfois peut conduire à quelques petites tensions, c'était le cas du territoire là, mixte bergeracois, où il y a des pôles urbains malgré tout, puis on n'est quand même pas très loin de Bordeaux, donc dans le projet alimentaire qui était essentiellement de préserver l'agriculture, il y a bien l'idée de déboucher agricole et à la métropole. Et puis après, ça réagit un peu sur le territoire, il y a des gens qui disent « ouais, mais d'accord, mais il faut aussi penser à alimentation locale, donc nourrir aussi les habitants de notre, entre guillemets, projet ». Voilà, et si je voulais aller très très vite pour en faire une petite conclusion, voilà, c'est un petit peu ce sur quoi on est aujourd'hui nous, en disant aujourd'hui d'observer qu'il y a une diversité de projets alimentaires sur les territoires, c'est très bien, c'est plutôt riche, c'est plutôt foisonnant, c'est plutôt porteur d'espoir et d'encouragement. On observe en tout cas, nous, qu'il y a plus aujourd'hui une coexistence entre les projets ruraux et les projets dits urbains,
que forcément ils sont obligés de coopérer un petit peu ensemble, puisque encore une fois, ils n'ont pas toute la complétude du projet alimentaire de territoire forcément sur leur territoire, et que, en tout cas pour le moment, ça ne va pas jusqu'à remettre en cause leur organisation territoriale. C'est-à-dire qu'on a quand même le projet urbain qui essaye de trouver des accords avec des territoires ruraux, le projet rural qui essaie de trouver des accords avec le territoire urbain, mais finalement, nous on se demandait, et s'il ne faudrait pas mettre sur la table l'idée de passer de projets alimentaires de territoire vers des projets territoriaux alimentaires. On commence par se poser la question de c'est quoi le bon territoire sur lequel il faut qu'on raisonne la liaison agriculture-alimentation proximité. Voilà. Et ça, c'est pas encore chez nous très développé, et c'est peut-être ce vers quoi il faudrait réfléchir un petit peu maintenant. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on essaye de fonctionner. Bon, petit rapide résumé, hein. Il y a du dynamisme, et ça c'est plutôt quand même, voilà, regardez des journées comme aujourd'hui, c'est quand même porteur, je trouve, moi, d'énergie. Hein. Il y a de la diversité derrière nos initiatives, il y en a qui se ressemblent, mais il y en a aussi qui sont assez différentes, notamment dans les priorités qu'elles se donnent. Et il y a sans doute derrière toutes les questions qu'on est en train de traiter, et on l'a vu déjà plusieurs fois ce matin à travers les discussions, une petite tâche qui nous attend, qui est de regarder effectivement la dimension territoriale sur laquelle il faut qu'on continue à se projeter pour pouvoir faire ces projets, et en faisant en sorte qu'ils soient durables dans le temps, c'est-à-dire qu'ils concilient bien toutes les priorités qu'on a envie de respecter dans nos objectifs. Mais c'est parfait, 10 minutes, bravo Bernard. Alors, toutefois, j'aimerais bien t'accorder 4 minutes supplémentaires, est-ce que c'est jouable hein? Oui, je vois de que tu veux parler. Je vois de quoi tu veux parler. Évoquer notamment des travaux que vous avez conduits sur la question des micro-fermes. Alors du coup, voilà, qui me paraît bien aussi être connecté à notre propos. 5 minutes, top chrono. Mais je vais essayer de pas les vendre. Okay. En fait, sur une diapo tout à l'heure, je vous ai montré qu'effectivement, et notamment quand on est sur les territoires plutôt urbains, périurbains, et qu'on se préoccupe de sanctuariser l'agriculture, ou voire essayer de la redévelopper quand elle était éventuellement en déshérence, comme on est sur des espaces très morcelés, voilà, est apparu depuis une quinzaine d'années un phénomène en vogue là, qui s'appelle la micro-ferme. Donc ce phénomène en vogue, là, vous en avez des illustrations ici, je vais très vite, hein, ça a été assez médiatisé, bon, le bec et loin étant en France une des données emblématiques là-dessus, mais il y a tout un tas d'autres choses, hein, des maraîchers, les jardiniers maraîchers de Paris, un Québécois célèbre, là, Jean-Martin Fortier, bref, je passe. Donc il y a de la médiatisation sur, finalement on peut trouver aujourd'hui une façon de faire l'agriculture sur de toutes petites surfaces, d'où leur nom micro, et qui est peut-être une alternative à ces questions de sécurité alimentaire qu'on se pose sur les territoires urbains, etc. D'où, nous, notre volonté de travailler sur un petit programme, en Gironde cette fois-ci, hein, qui a été encouragé par la Fondation de France notamment, la Fondation Carasso, parce que je sais qu'elle est là aujourd'hui aussi, avec 3 étapes. On voulait mieux identifier ce que c'est que des micro-fermes, parce que justement, au-delà de la définition un peu bateau, là on n'était pas trop d'accord des fois sur les contenus, les caractériser, les évaluer. Voilà, il est en train de se finir ce programme-là, puisqu'on a démarré un petit peu en retard, donc on finit le mois prochain. On va redémarrer pour un 2e cycle. Juste pour vous dire, voilà, enrichissant pour nous, on n'est pas d'accord avec la définition initiale d'une micro-ferme. Donc une micro-ferme, c'est pas forcément petit, finalement. C'est généralement petit, si, voilà, on est quand même sur une petite dimension. Mais la petite dimension elle-même, elle fait objet de beaucoup de discussions. Et aujourd'hui, dans nos réflexions, la petite dimension, c'est la dimension que l'agriculteur considère comme étant la limite au-delà de laquelle il ne maîtrise plus son système. Donc vous voyez que ça peut être variable. Hein. On a fait un auto-recensement sur la Gironde des gens qui se considéraient micro-fermes, ça va jusqu'à 70 hectares. Mais il ne suffit pas d'être petit, il faut aussi s'inscrire dans le territoire, très important, il faut tendre vers l'autonomie, il faut œuvrer pour l'agro-écosystème, donc là on est quand même système de production très particulier quand même, voilà, et on concilie, et on retrouve là aussi des choses qui existaient dans l'agriculture du siècle dernier, on ne concilie pas simplement la micro-ferme avec un projet professionnel, mais aussi avec un projet de vie. La plupart de nos porteurs de projets, ça c'est des définitions, projet de recherche-action, je ne sais pas expliquer, mais voilà, c'est co-construit, hein, c'est pas que dit par des scientifiques, et c'est non plus pas que dit par des paysans. Petit recensement, on n'a pas les noms de catégories, c'est pas grave. Petit recensement sur la Gironde, on en a recensé à peu près voilà, une 130aine. Et la conclusion ici, c'était qu'on n'a pas que du maraîchage. Voilà, en gros, hein, vous avez des systèmes de production variés, on n'a pas que du maraîchage. Moins de la moitié de nos exploitations sont maraîchage, et là-dedans simplement un quart en maraîchage pur. La micro-ferme, c'est pas que du maraîchage en périurbain. Je passe très vite là-dessus parce que c'est pas intéressant, c'était les caractéristiques de notre petit échantillon. Voilà, vous voyez, entre 0,1 et 70 hectares quand même. De maraîchage dominant, mais pas que, des statuts juridiques très diversifiés. Et quand même des choses très intéressantes là-dessus, pareil, nous portons des projets en micro-ferme, justement, pour mieux les caractériser. Ils sont atypiques, beaucoup sont non issus du milieu agricole, beaucoup ont déjà eu une vie professionnelle avant, donc ça change beaucoup leur façon d'envisager les choses. Ils ont une vision très systémique de leur projet, ils ne sont pas enfermés dans des schémas de production, ils n'ont pas de certitude par rapport à ça. Et alors quand même, quand ils reviennent, entre guillemets, c'est pas vraiment un retour, quand ils viennent à la terre,
et ben, l'autonomie et la résilience, pour eux, ce sont des valeurs très très fortes en général mises en avant. Ils y vont très progressivement. C'est pour ça que certains sont petits par choix, d'autres sont petits par contrainte. Voilà. Ben évidemment, là-dedans, le foncier est un élément décisif, puisque eux, ils veulent à la fois un lieu de travail et un lieu de vie. Donc trouver le foncier, ça reste souvent quelque chose d'assez effectivement délicat. Ils mettent en place des systèmes innovants et vertueux, ils sont tous ancrés territorialement, donc ils revendiquent tous très fort la liaison au territoire. Voilà. Et là-dedans, notamment, le réseautage, entre guillemets, là, à la fois professionnel mais à la fois social, est quelque chose qui est tout le temps cité. Ça, c'était des petites illustrations pour vous montrer qu'on a travaillé là-dessus. Et je voulais finir en vous montrant qu'on a essayé, et c'est ce qu'on est en train de finir, de dire, bon alors, ok, on en trouve, elles sont diversifiées, donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'on disait. Elles ont des logiques de fonctionnement qu'on est capable de caractériser, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'elles ont des résultats? Est-ce qu'on est capable de montrer qu'elles ont des résultats? Donc on est allé regarder celles qui ont plus de 3 ans. Ben, dans celles qui ont plus de 3 ans, en utilisant une méthode un peu compliquée, mais que je vous recommande d'aller lire un peu, c'est la méthode idéale qu'on est en train de mettre en place et les adapter à ces micro-fermes-là. Classiquement, on dit nous, c'est performant quand on est bon économiquement, environnementalement et socialement. Et c'est les trois ensemble qu'on doit être. Hein. Il n'y en a pas un qui compense l'autre. Hein. Si vous êtes bon économiquement, mais mauvais environnementalement, vous n'êtes pas bon. Donc il faut être bon partout. Bon, alors, donc quand on est bon partout, bah, on est durable, et voilà, on trouve des micro-fermes. Alors là, on en trouve qui sont durables. Voilà. Et donc nous, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'affiner un petit peu cette chose-là parce que IDEA est une méthode qui travaille sur l'agriculture classique. Ici, on est dans des micro-fermes, il y a quand même des petites particularités qui seraient intéressantes d'introduire et on est en train d'y travailler pour présenter ça le mois prochain. Voilà, on a essayé aussi de faire différemment. Je voulais juste finir avec là-dessus. La viabilité, c'est aussi ce qu'on a demandé à nos micro-fermiers. On leur a demandé, hein, vous-même, est-ce que vous pensez que vous êtes viable? Ça veut dire quoi pour vous être viable? Voilà, donc ils nous ont dit. Hein, nous, être viable pour certains, c'est vouloir rester petit. Pour d'autres, c'est avoir un niveau de rémunération qui leur convient. Pour d'autres, c'est concilier vie professionnelle et vie privée. Et enfin, pour d'autres, c'est bon, on commence comme ça, on veut rester autonome, on commence comme ça, mais on a éventuellement quand même des projets de, alors pas franchement développement de nous-mêmes, mais surtout collaboration sur le territoire avec d'autres acteurs. Voilà, donc nous on croit que ces formes-là, elles font partie entre autres de nos projets alimentaires du territoire. Et on voit beaucoup de collectivités justement, quand elles veulent s'attaquer à la question de nous-mêmes, on voudrait dominer la production agricole, ah, pourquoi pas micro-ferme? Alors voilà, on intervient un petit peu là-dessus. Et du coup, on va entamer un deuxième programme qui repart sur 3 ans, où cette fois-ci, on va mettre en place, justement, pour inciter l'installation, un vrai dispositif qu'on appelle, nous, de compagnonnage. On va essayer de trouver des gens qui accompagnent pendant 2 ans des micro-fermes de façon régulière, comme le compagnonnage classique se fait en France. On a essayé de montrer que ça ne coûte pas plus cher à la collectivité de faire ça que d'installer des jeunes agriculteurs classiques aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Super. Alors ces micro-fermes, elles sont installées plutôt dans le périurbain? Il y en a partout. Non, voilà, justement, nous, on n'en a pas. Alors, c'est des sujets sur lesquels on se frictionne un petit peu d'ailleurs, parce que quand les gens nous posent la question d'agriculture urbaine, aujourd'hui, on ira dire, oui, non, toutes les agricultures urbaines ne sont pas des micro-fermes pour nous. Et puisque nous, une micro-ferme, elle doit voilà, œuvrer pour l'agroécologie. Un container à salade dans une ville, c'est de l'agriculture urbaine, on est d'accord, mais bon, œuvrer pour l'agroécologie, il faut qu'on en reparle, quoi. Hein. Et donc, voilà, donc il y a éventuellement des petits points de friction. Toute l'agriculture urbaine n'est pas de l'agriculture vertueuse, en clair. C'est pas parce qu'on remet l'agriculture en ville qu'on redonne de la valeur à l'agriculture. Hein. Donc, voilà. Donc les micro-fermes, on en trouve aussi beaucoup en milieu rural. Merci beaucoup, Bernard. De rien. Question de précision, 2 questions de précision, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un complément sur les propos de Bernard. Jean-Pierre, vous vous présentez? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je suis Bénédicte du réseau des AMAP de Rhône-Alpes et je me demandais ce qui c'était la différence entre. Est-ce qu'il y en a une déjà entre micro-fermes et est-ce que nous on parle de fermes paysannes, les paysans et les micro-fermiers, du coup, est-ce qu'il y a une différence? On pourrait dire oui et non, donc c'est une réponse de Normand. Moi je ne suis pas Normand, mais voilà. En fait, la vraie difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle de micro-ferme. D'accord? Il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont démarré en disant que les micro-fermes, c'est des petites fermes maraîchères en milieu urbain, périurbain, donc elles étaient par nature petites. Voilà. En fait, après, ça s'est élargi le concept. Même nous, dans notre monde des micro-fermiers, on a des gens qui revendiquent le fait de justement être capable d'être viable sans atteindre les seuils officiels aujourd'hui d'installation. D'accord? Et on a d'autres qui disent au contraire, nous, on est certes plus petits que les seuils, mais on revendique le droit d'être agriculteur. C'est une profession, ce fait. Donc bon, alors du coup, agriculture paysanne par rapport à ça, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la petite agriculture. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait ce matin aussi. Ce qui est sûr, je pense, je suis en train d'encadrer une thèse là-dessus, ce qui est sûr, c'est qu'on pense que peut-être on est à l'amorce d'une espèce de mouvement, c'est pas modèle, hein, c'est mouvement, qui présente les choses en disant, attention, l'agriculture qu'on a développée depuis 60 ans,
qui s'est spécialisée, qui s'est industrialisée, elle est peut-être aujourd'hui plus dans l'erreur qu'une agriculture multifonctionnelle, pluriactive, et qui de fait va devoir réduire sa taille, et notamment aussi parce qu'elle répondra avec ça à des questions sociales. Voilà, le renouvellement des exploitations agricoles aujourd'hui, si on les prend dans leur état, il n'y a pas une sur deux qui sera renouvelée. Donc soit on va vers l'agriculture capitaliste sur beaucoup de territoires, puisque c'est que des capitaux qui pourront acheter les fermes, soit on redescend. Voilà, donc agriculture paysanne au sens de agriculture à dimension humaine, oui, là oui. Même par rapport à la charte de l'agriculture paysanne, du coup, je pense que c'est... Il y a un certain nombre de valeurs qu'on partagerait, bah oui, je pense, tout à fait. Sauf que l'agriculture paysanne, pareil, elle n'a jamais été très claire sur la taille. Elle dit dimension humaine. Mais oui, voilà. Ok, c'est des nuances. On va pas entamer la discussion. Une deuxième question de précision ou de voilà, Clément, on se présente. Mais sur les PAC, demandez est-ce que vous avez pu regarder comment étaient répartis entre eux les moyens d'ingénierie, le ministère d'emploi consacré à des questions d'animation, des choses comme ça. On entend dire qu'il y a un déséquilibre urbain, rural là-dessus. Oui. Alors oui, on allait regarder. Oui, c'est quelque chose qu'on a hésité à raconter, mais on fait le tri, bien sûr. Je pense que tous ces projets-là, et ça a déjà aussi été un petit peu abordé ce matin, tous ces projets-là qui font réseau, à un moment sur un territoire, ils n'existent bien que s'il y a des gens capables de s'en occuper. Alors c'est vrai que quand c'est une collectivité publique qui met des moyens, en général, des gens qui vont pouvoir s'en occuper, il y en a déjà dans la collectivité publique. Quand on est en présence de tout petits projets ou sur des communes, des collectivités très petites qui n'ont pas les ETP, entre guillemets, ou le temps disponible, là on voit bien qu'il y a un manque de temps d'animation. Et même on voit aujourd'hui que les dispositifs qu'ils financent ne sont pas armés pour ça. Ils financent des actions, mais quand on leur dit qu'il faut financer de l'animation, voilà, ça fait plaisir à personne de financer de l'animation. Et ils pêchent du coup, en milieu rural, c'est clair, ils pêchent un peu par ça. D'ailleurs, on a un certain nombre de projets, nous, sur le territoire, qui bloquent aujourd'hui, parce que tant qu'on n'a pas d'animateur, faire se rencontrer les gens régulièrement, les faire, voilà, c'est compliqué. Après, besoin d'ingénierie, effectivement, pour animer ces démarches alimentaires. Merci beaucoup.